imaginez la scène. Il est 3 heures du matin, le 2 février 1502. Dans les couloirs de pierre glacés du château d'Este à Ferrare, un cri déchire le silence. Ce n'est pas un hurlement de peur, ni même un cri d'agonie. Non, c'est quelque chose de bien plus troublant, de bien plus intime. Les gardes, dans leurs armures, baissent les yeux, soudain mal à l'aise. Les diplomates et les courtisans, tapis dans les ombres, échangent des regards tendus, le souffle court. Chacun d'entre eux sait parfaitement que ce qu'il entend n'est pas le fruit d'une passion ordinaire. C'est la mise en scène du rituel de pouvoir le plus dangereux et le plus secret de toute l'Europe de la Renaissance. En cette aube glaciale, alors que la ville de Ferrare dort sous une lune rouge sang, un événement se déroule dans les appartements ducaux qui va redessiner la carte politique de l'Italie. Quelque chose de si personnel, et pourtant si stratégique que les documents officiels l'ont verrouillé à double tour pendant près de 5 siècles. Et quand ces archives ont enfin refait surface, elles ont révélé une histoire incroyable, celle d'une femme de 22 ans qui a transformé son propre corps en l'arme diplomatique la plus redoutable que son monde ait jamais connue. Visualisez une chambre royale où chaque soupir, chaque murmure est traité comme une monnaie d'échange. Un endroit où la chair d'une femme devient un champ de bataille et où la consommation d'un mariage n'a rien d'une romance, mais s'apparente à une guerre ritualisée, capable de renverser des dynasties et de cimenter des empires. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement la vérité sur une nuit de noces scandaleuse. C'est la révélation d'un protocole politique si secret et si sexuellement explicite qu'il est resté enfoui pendant des siècles dans les archives les plus confidentielles d'Europe. Voici comment Lucrèce Borgia, fille d'un pape, 2 fois veuve suite à des meurtres politiques, est passée du statut de pion à celui de prédatrice. Comment une seule nuit d'intimité, minutieusement observée, est devenue la pierre angulaire d'une dynastie. Une nuit dont on ne parlait qu'à voix basse, comme ces 3 mots griffonnés par un chancelier royal, qui suffisent à expliquer pourquoi cette femme, à la fois crainte et désirée, a façonné à jamais le destin de l'Italie. Accrochez-vous. Ce qui s'est passé avant l'aube va pulvériser tout ce que vous pensiez savoir sur le sexe, le pouvoir et la politique à la Renaissance. Si votre cœur bat déjà la chamade avec ce simple aperçu des chambres interdites de l'histoire, imaginez ce qui vous attend. Lâchez un like sur cette vidéo si vous voulez qu'on continue à déterrer les protocoles cachés qui ont redéfini les empires. Et dans les commentaires, donnez-nous le nom de cette reine, duchesse ou courtisane dont vous voulez que l'on expose les plus sombres secrets. Celle qui sera la plus mentionnée sera la star de notre prochaine enquête. Abonnez-vous et activez la cloche, car ces vérités ne sont révélées qu'à ceux qui osent rejoindre notre confrérie secrète. Nous sommes donc en 1502, à l'apogée de l'influence des Borgia. Rodrigo Borgia, devenu le pape Alexandre VI, a assis son contrôle sur l'Italie grâce à une stratégie aussi simple que brutale. Des mariages. Il a transformé ses propres enfants en armes vivantes sur l'échiquier politique. Dans ce climat explosif, Lucrèce est bien plus qu'une noble fiancée. Elle est l'incarnation même de la diplomatie sexuelle. L'Italie de l'époque, ce n'est pas un pays, c'est un puzzle de puissances rivales où chaque union entre aristocrates fonctionne comme un traité, et chaque lit nuptial est un champ de bataille. Les duchés de Ferrare, Milan, Naples et les États pontificaux ne tiennent ensemble que par des alliances fragiles, scellées entre des draps de soie. Ici, le mariage n'est pas une affaire d'amour, c'est une question de survie. Pour la famille d'Este, qui règne sur Ferrare, l'enjeu est littéralement une question de vie ou de mort. Le duc Hercule Ier a misé l'avenir de toute sa lignée sur cette alliance avec les Borgia, cette famille sulfureuse venue d'Espagne que tout le monde déteste, mais que tout le monde craint. Son fils et héritier, Alfonso d'Este, va devenir l'instrument vivant de ce pari insensé. Les négociations se concluent le 30 décembre 1501, avec des termes qui montrent à quel point ce mariage est une transaction pure et dure. La dot de Lucrèce est fixée à 100 000 ducats d'or. Pour vous donner une idée, c'est assez pour financer des villes entières pendant 1 an, une somme astronomique. Pourtant, le prix réel de cet accord ne se mesurera pas en or, mais en chair, le soir même de la nuit de noces. Les archives de l'époque sont formelles.
des protocoles secrets existaient pour garantir la validité des unions aristocratiques. La consommation du mariage n'était jamais une affaire privée. Jamais. Elle exigeait des témoins officiels et une confirmation, car la légitimité de toute la dynastie en dépendait. La première nuit de mariage devenait une performance quasi publique où le résultat, au lit, décidait du sort des nations. Imaginez la pression. Ce n'est plus « est-ce que ça va bien se passer ?» C'est « est-ce que mon pays va survivre à ma performance ?» Et la date choisie, le 2 Faradévrier, n'est absolument pas un hasard. C'est la fête de la purification de la Vierge, une journée sainte du calendrier catholique. En alignant le lit nuptial sur un rituel sacré, les Borgia et les Este fusionnaient le divin et le charnel, faisant de cette consommation non seulement un acte sexuel, mais un rituel de sanctification dynastique. Une façon de dire « Regardez, même Dieu approuve cette transaction ». C'est du marketing politique de génie. Lucrèce fait donc son entrée à Ferrare, portant sur ses épaules le poids de 2 mariages désastreux. À 22 ans, sa beauté, décrite par le poète Pietro Bembo comme rare et lumineuse, n'a d'égal que sa réputation tachée de sang. Son premier mari, Giovanni Sforza, s'est enfui après avoir été publiquement accusé d'impuissance, une humiliation orchestrée par les Borgia pour annuler le mariage. Son deuxième, Alphonse d'Aragon, a été étranglé à mort dans les murs mêmes du Vatican, victime des intrigues papales de son propre père. Cette fiancée n'est pas une ingénue, c'est une survivante, armée d'une intelligence redoutable, d'une sensualité calculée et d'une maîtrise dangereuse de l'art de transformer la faiblesse en force. Son nouveau mari n'aurait pas pu être plus différent. Alfonso d'Este, 25 ans, est un soldat, un ingénieur, un homme qui forge ses propres canons à main nue. Contrairement aux courtisans efféminés des autres cours italiennes, Alfonso respire la puissance brute sans avoir besoin de le prouver. Il joue de la musique avec élégance, conçoit de l'artillerie avec une précision d'horloger et incarne à la fois la force du guerrier et le raffinement du prince de la Renaissance. Un homme de paradoxe. La collision de ces deux personnages, Lucrèce, l'arme de séduction, et Alfonso, la force pragmatique, prépare le terrain pour l'une des unions les plus explosives de l'époque. Surtout qu'un détail imprévu est venu tout compliquer. Leur rencontre inattendue à Bentivoglio, le 3 janvier, a déjà tout changé. Dans cette entrevue privée, loin des yeux de la cour, Lucrèce et Alfonso ont découvert une étincelle de véritable attraction. Quelque chose que personne n'avait prévu et qui va complexifier les calculs froids de la stratégie politique. Ce qui devait être une performance ritualisée est désormais teinté d'une passion authentique, donnant à la nuit à venir une intensité que ni l'Église ni l'État ne peuvent totalement contrôler. Le lunaire février, Ferrare se transforme en un véritable théâtre. La procession triomphale qui conduit Lucrèce dans la ville est mise en scène comme l'ouverture d'un opéra, le prélude à la véritable performance qui se jouera derrière des portes closes. Les citoyens l'acclament à son passage, elle, drapée dans une robe à la française doublée d'hermine, un collier de diamants et de rubis captant la lumière froide de l'hiver. Mais pendant que le peuple applaudit, une autre performance se prépare déjà en secret. Dans les couloirs du palais, des espions et des scribes se positionnent pour enregistrer le moindre détail de ce qui va se dérouler. Parmi eux, le propre chancelier d'Isabelle d'Este, la belle-sœur d'Alfonso, placée là par la duchesse elle-même. Isabelle, une rivale déterminée à transformer la plus intime des nuits en renseignement politique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'espionnage pur et simple. Un acte délibéré pour rassembler des preuves qui pourraient plus tard être utilisées comme une arme dans le monde impitoyable de la politique italienne. La date elle-même, on l'a dit, ajoute une couche de symbolisme. Le 2 Faradévrier, la fête de la purification de la Vierge Marie, porte en elle un paradoxe. La sainteté et la sexualité fusionnées, le sacré entrant en collision avec le profane. Rien dans ce timing n'est accidentel. Chaque geste, chaque rituel a été planifié pour transformer la consommation en un sacrement dynastique, liant non seulement deux corps, mais deux grandes maisons. À l'intérieur des appartements nuptiaux, la scène est prête. Des rideaux de velours cramoisi
encadrent le lit comme des draperies de théâtre. Des candélabres en argent vacillent, leur lumière se reflétant sur des tapisseries flamandes dépeignant des guerres et des alliances. Un rappel brutal de ce qui est vraiment en jeu. Ici, dans une pièce transformée à la fois en sanctuaire et en scène, la performance politique la plus importante de la décennie est sur le point d'être jouée. Quand Alfonso entre, lui et Lucrèce connaissent leur rôle. Leur rencontre à Bentivoglio a déjà éveillé quelque chose de sincère entre eux. Mais maintenant, cette étincelle doit être maîtrisée, exploitée et affichée comme une preuve. Ce qui va se dérouler n'est pas simplement un acte privé. C'est un rituel enraciné dans des siècles de coutumes aristocratiques. Pour les mariages nobles en Europe, la consommation est bien plus que de l'intimité. C'est un certificat de légitimité, un acte contraignant qui prouve que des héritiers peuvent naître, que les alliances sont sécurisées et que les dynasties peuvent se poursuivre. Mais dans l'Italie de la Renaissance, la preuve exige des témoins, silencieux, cachés, mais bien présents. Le lit royal devient une salle d'audience. L'acte d'amour est un verdict qui décidera de l'avenir des nations. Lucrèce, endurcie par ces deux mariages catastrophiques, comprend cela mieux que quiconque. L'impuissance de Giovanni Sforza s'était transformée en humiliation publique et en annulation. La mort d'Alphonse d'Aragon, étranglé dans les appartements du Vatican, lui avait montré que la faiblesse dans le lit conjugal signifiait la faiblesse en politique et que la faiblesse en politique pouvait signifier la mort. Ces leçons ont façonné sa stratégie. Elle ne sera plus jamais un pion. Elle survivra et même dominera en faisant de son corps une arme. Alfonso, lui aussi, saisit les enjeux. Sa virilité est connue, mais la connaissance ne suffit pas. Elle doit être prouvée, documentée, attestée. La famille d'Este ne peut pas risquer des murmures d'impuissance ou d'infertilité. Pour garantir la légitimité, le rituel exige plus d'une consommation. Chaque acte sera consigné comme une preuve irréfutable, un bouclier contre les annulations, les scandales ou les complots d'assassinat. Et c'est ainsi que la nuit commence. La première consommation est chargée d'une tension à laquelle aucun des deux ne s'attendait. La passion réelle se mêle à la nécessité politique, produisant une énergie qui les surprend eux-mêmes. Pour une fois, le devoir et le désir sont alignés. Cette union n'est pas seulement mise en scène, elle est vécue, et c'est peu être ça, le plus grand coup de génie. La deuxième consommation, consignée par le chancelier infiltré d'Isabelle d'Este, montre à quel point chaque instant est surveillé. Pour des étrangers, cela pourrait sembler une invasion odieuse de la vie privée, mais aux yeux de la cour, c'est un devoir. La chambre à coucher est simplement une extension de la salle des traités, et chaque soupir, chaque cri est un témoignage politique. On imagine le scribe, derrière un paravent, la plume crissant sur le parchemin, notant les détails avec une précision de comptable. Le troisième et dernier acte scelle le rituel. Il ne s'agit plus seulement de l'union de deux individus, c'est la création d'une alliance vivante, d'un nouvel axe de pouvoir entre les Borgia et les Este. Les archives officielles de cette nuit fournissent la validation juridique et politique dont les deux maisons ont besoin. L'endurance et le sang-froid d'Alfonso prouvent non seulement sa virilité, mais aussi sa force psychologique. Accomplir une telle performance sous une telle pression exigeait la même discipline que celle dont il faisait preuve en tant que chef militaire. Lucrèce, de son côté, révèle les instincts de survivante qui l'ont maintenue en vie à travers la trahison et le sang. Ensemble, ils ont transformé une épreuve dangereuse en un triomphe éclatant. Cette nuit de passion, attestée, documentée et sanctifiée, n'était pas une affaire d'amour. C'était de la politique, c'était du pouvoir à l'état pur. La capacité de Lucrèce à transformer la faiblesse en force, en faisant de son propre corps un bouclier contre la destruction politique, a créé un précédent qui résonnera à travers toute la Renaissance. Les notes méticuleuses enregistrées par le chancelier officiel sont devenues bien plus que des ragots ou un scandale. Elles sont devenues un document contraignant, un certificat de légitimité dynastique capable de protéger l'union des Estes pendant des décennies. Entre ces pages se trouvait une garantie contre l'annulation, contre les complots visant à saper le mariage,
contre les excuses que les puissances rivales utilisaient souvent pour lancer des attaques militaires ou diplomatiques. Cette nuit du 2 Faradévrier 1502 a créé un nouveau paradigme. Dès lors, la consommation multiple et documentée n'est plus une bizarrerie, mais la norme pour valider les unions politiques de la plus haute importance. La Chambre royale n'est plus un simple espace privé, c'est une salle d'audience, une scène et un champ de bataille où la performance sexuelle elle-même détermine le sort des empires. Lorsque l'aube se lève sur Ferrare le 3 Faradévrier, 2 individus ont été transformés. Ils ne sont plus simplement un marié et une mariée. Lucrèce et Alfonso émergeant comme les architectes d'une nouvelle réalité politique. Leur exécution réussie du rituel dynastique a donné à l'alliance une fondation si solide qu'elle se répercutera à travers l'Italie pendant des décennies, montrant au monde que la sexualité, lorsqu'elle est exploitée stratégiquement, peut être l'arme la plus tranchante de l'arsenal d'un souverain. Les répercussions se propagent bien au-delà des murs du château de Ferrare. Ce qui avait commencé comme un rituel intime est maintenant un tremblement de terre politique. Les rivaux qui avaient prié pour que le mariage s'effondre se retrouvent impuissants face à la preuve documentée. Ils ne peuvent plus rejeter Lucrèce comme un pion souillé ou Alfonso comme un simple soldat. Le dossier est là, preuve irréfutable. Cette union est à la fois légitime et incassable. Presque du jour au lendemain, la position de Lucrèce au sein de la cour d'Est se transforme. Elle n'est plus une étrangère tolérée, elle devient essentielle. Sa survie est désormais directement liée à la survie de la dynastie elle-même. Sa mort entraînerait le chaos, donc sa présence garantit la stabilité. Pour la première fois de sa vie, elle est intouchable. Alfonso, lui aussi, en sort plus fort. Sa performance a prouvé non seulement sa virilité, mais aussi sa résilience sous pression. Là où d'autres héritiers nobles avaient échoué, humiliés par des annulations ou des rumeurs d'insuffisance, Alfonso avait triomphé. Sa réputation en tant que véritable successeur de Ferrare n'est plus une question, mais un fait. Mais tout le monde ne se réjouit pas. Isabelle d'Este, qui avait toujours régné sur la vie de la cour comme l'étoile inégalée, fait maintenant face à une rivale dangereuse. Le succès de Lucrèce l'a transformée de cible en force. La rivalité entre les deux femmes, déjà tendue depuis leur première rencontre, explose maintenant en une guerre silencieuse. Ferrare devient le théâtre d'un combat psychologique. Des gestes subtils, des rumeurs chuchotées et des compétitions discrètes pour l'influence vont façonner la cour pendant des années. L'Alliance redessine également la géopolitique de l'Italie. La France, l'Espagne et les duchés rivaux sont contraints de reconnaître le lien Este-Borgia comme un bloc de pouvoir consolidé. Les calculs diplomatiques changent. Les traités, les routes commerciales et les stratégies militaires doivent être révisés en tenant compte du fait que les familles Borgia et Este ont fusionné avec succès. Pourtant, la politique n'est pas le seul champ de bataille. Le 5 septembre 1502, après des convulsions pendant le travail, Lucrèce donne naissance à une fille mort-née. Les rumeurs éclatent immédiatement. L'enfant a-t-il été conçu la nuit de noces ou plutôt lors de ses rencontres secrètes avec Alfonso, avant Ferrare? Les chroniqueurs sont obsédés par la chronologie, car la paternité n'est pas simplement une affaire personnelle, c'est une preuve politique de légitimité. Lucrèce elle-même frôle la mort, frappée par la fièvre puerpérale. Son rétablissement est considéré par ses contemporains comme une preuve de la faveur divine, une évidence de sa force et l'assurance qu'elle peut encore fournir des héritiers. Mais l'épreuve la change. Confronter la mort en couche a endurci sa conviction que pour survivre dans ce monde, il faut plus que de la beauté ou de l'obéissance. Il faut de la stratégie. Cette nouvelle lucidité la conduit sur un autre chemin, encore plus dangereux. Environ 1 an plus tard, elle entame une relation avec Francesco Gonzaga, marquis de Mantoue, et accessoirement, le mari de sa rivale acharnée, Isabelle d'Este. C'est une liaison née non seulement de la passion, mais du calcul le plus froid. En choisissant le propre mari d'Isabelle, Lucrèce frappe sa rivale dans son orgueil tout en s'assurant une autre ligne de protection politique. La relation est soigneusement cachée, mais son impact est sismique. Les lettres entre Lucrèce et Francesco, découvertes des siècles plus tard, révèlent à la fois une émotion authentique
et une ruse politique. Elle ne se contente pas de le manipuler, elle trouve en Francesco une véritable connexion, mais une connexion qui sert aussi d'assurance contre ses ennemis. Sa capacité à équilibrer cette liaison tout en préservant son mariage avec Alfonso montre la maîtrise qu'elle a développée de la diplomatie sexuelle. Elle n'est plus simplement une survivante. Elle est une stratège, tissant des toiles d'intimité et de loyauté, capable de la protéger contre toute menace. Pour Isabelle, la liaison est dévastatrice. Perdre de l'influence à la cour était une chose, mais perdre l'attention de son mari au profit de Lucrèce est une attaque à la fois personnelle et politique. La rivalité qui s'ensuit hantera la cour de Ferrare pendant des décennies. Pour Isabelle d'Este, la révélation que son mari était tombé dans les bras de sa plus féroce rivale était plus qu'une humiliation, c'était une catastrophe politique. Les chuchotements de la cour se sont transformés en poignards. La femme même qu'elle cherchait à diminuer avait riposté avec l'arme qu'Isabelle elle-même avait maîtrisée, l'influence par le désir. Lucrèce ne s'était pas seulement vengée, elle avait redéfini les règles du jeu. Son aventure avec Francesco Gonzaga, maintenue pendant des années, est devenue un nouveau modèle de diplomatie sexuelle à la Renaissance. Il ne s'agissait pas de romances éphémères, c'étaient des extensions tactiques de la politique. Les liaisons aristocratiques sont devenues des filets de sécurité, diversifiant le réseau de protection d'une personne, tout comme les royaumes diversifiaient leurs alliances. Pendant ce temps, les héritiers légitimes que Lucrèce a donnés à Alfonso ont cimenté sa position au-delà de toute contestation. Chaque naissance était une preuve vivante que le protocole de légitimation de sa nuit de noces avait réussi. À chaque enfant, elle n'était plus simplement tolérée, elle était indispensable. La survie de la dynastie Este était directement liée à son corps, à sa résilience et à sa capacité à assurer la continuité. Son évolution est extraordinaire. Autrefois, un pion piégé dans les mécanismes brutaux du mariage dynastique, Lucrèce s'est transformée en architecte de son propre destin. Elle a transformé les vulnérabilités de son genre en outils de pouvoir, montrant que la stratégie pouvait coexister avec la survie. Là où d'autres auraient été brisés par les circonstances, elle les a maîtrisés. La nuit de noces du 2 Faradévrier 1502 et les archives qu'elle a laissées derrière, elle reste l'une des fenêtres les plus détaillées sur le fonctionnement réel de la diplomatie matrimoniale de la Renaissance. Dépouiller les robes de contes de fées et les vœux poétiques. Et ce qui reste, c'est du calcul brut, des unions forgées non pour l'amour, mais pour le pouvoir, des consommations mises en scène et documentées pour empêcher l'annulation, des protocoles sexuels conçus pour ancrer les alliances dans quelque chose d'irréfutable. La transformation de Lucrèce de pion à femme, de pouvoir, reste l'un des exemples les plus frappants de l'histoire européenne d'une femme s'emparant de son destin dans un monde conçu pour l'écraser. Elle a prouvé que l'intelligence, le courage et une intimité stratégique pouvaient plier les règles d'un système que l'on pensait immuable. Et pourtant, son histoire n'est qu'un fragment d'une mosaïque cachée. Les archives européennes recèlent d'innombrables secrets similaires. Des protocoles enterrés parce qu'ils révèlent des vérités trop scandaleuses pour le récit officiel. Des reines, des duchesses et des courtisanes qui ont manié la sexualité comme une arme, tout aussi décisive que la diplomatie ou la guerre. Saviez-vous que Catherine de Médicis a perfectionné un système de séduction qui lui a permis de contrôler 3 rois de France? Anne Boleyn, par sa maîtrise de la politique érotique, a brisé l'unité catholique de l'Angleterre et donné naissance à une nouvelle religion. Qu'Isabelle de Castille a assuré l'unification de l'Espagne en orchestrant une consommation si minutieusement attestée qu'elle a nécessité 5 chanceliers officiels. Ces femmes n'ont jamais été passives. Elles étaient des joueuses redoutables dans un jeu dangereux, réécrivant les règles depuis l'intérieur de leur cage dorée. Si ce regard sur le monde de Lucrèce vous a troublé, s'il vous a montré que les vérités les plus interdites de l'histoire sont bien plus fascinantes que les mythes édulcorés, alors vous n'avez fait qu'effleurer la surface. Cachés dans les archives, secrètes de l'Europe, se trouvent des systèmes entiers de diplomatie de chambre à coucher qui ont remodelé des empires. Le passé a encore des secrets et vous êtes sur le point de les découvrir. Alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.